La semaine dernière, j'ai reçu ce vocal. Salut mec, j'espère que tu vas bien. J'aime bien ta newsletter là sur les agents IA, c'est très intéressant, c'est un sujet pardon, sur lequel je lis pas mal en ce moment. Et mais tu vois, toi, enfin, comment tu sais qu'est-ce qu'il faut se mettre à automatiser, tu vois? J'ai l'impression que c'est un truc de geek, de mec de la tech qui adore la technique. Là où les mecs comme moi, oula, ça fait peur. Cette note vocale, c'est Flavio, le CEO de Nutripreneur qui me l'a envoyé. Et non, Flavio, c'est pas un truc de geek, c'est pas un truc de mec de la tech. Par contre, je comprends que ça puisse faire peur. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer que, en réalité, si tu veux automatiser tes process, si tu veux gagner du temps, scaler et pouvoir déléguer à moins de personnes toutes les ops de ton entreprise sans que ça parte en vrille, il te faut une méthode. Et 90% des entreprises aujourd'hui, ils le font à l'arrache. Ils balancent des Zapier, des Make, des N8N partout, mais sans structure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a trop de workflow, ça fuit, et on ne sait plus qui automatise quoi, à quel moment, où est-ce que passe l'information, etc. C'est normal. Moi, j'ai créé un framework en 5 étapes qui est simple, qui est clair et qui marche. Ça fait 10 ans que j'itère et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai 10 ans d'apprentissage sur l'automatisation de processus et sur la mise en place d'agents IA plus récemment à vous partager. On va voir ensemble du coup ce fameux framework et template qu'on utilise à chaque fois avec une phase de découverte des processus, une phase de design des processus, une phase de test des processus, une phase de mise en production des processus et une phase de maintenance. Ok. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, on a une communauté gratuite qui est ici, qui a 524, dis donc, cette nuit, on a pris 24 membres, incroyable, dans cette communauté. Donc on est super content de vous accueillir ici. On a des classrooms avec les différents templates, donc je vais mettre ici les différents templates dans la communauté. Et ici, l'Académie des agents IA+, là c'est que pour les personnes qui possèdent un business et qui veulent aller plus loin avec N8N et qui veulent le vendre à des clients ou bien même qui veulent passer du niveau intermédiaire au niveau expert. Et là, pour le coup, on a des lives 3 fois par semaine où on se retrouve pour parler de N8N, de Airtable et des agences d'automatisation. Revenons à nos moutons, tous les liens seront en commentaire. Enfin, en description. Revenons à nos moutons. Première chose qu'il va falloir comprendre et sur laquelle on va se focaliser, nous, dans cette vidéo, c'est la partie découverte. Ok, la partie découverte, c'est quoi? Déjà, c'est comprendre le contexte global de l'entreprise. Pourquoi est-ce que cette entreprise a besoin d'automatiser? C'est quoi ses enjeux? C'est quoi ses KPI? Pour ça, il faut une très bonne connaissance business. L'automatisation et les agents IA plus récemment, c'est là où c'est incroyable. C'est qu'en fait, vous devez être le trait d'union entre le métier et la technique. C'est-à-dire que vous devez extrêmement bien comprendre c'est quoi le quotidien de Martine de la Compta et en même temps extrêmement bien comprendre c'est quoi les infrastructures IT qu'il faut mettre en place pour que ce soit robuste. Si vous comprenez ces deux mondes, à la fois business et à la fois technique, vous arrivez à faire des miracles dans les entreprises et à changer le quotidien des gens. Et c'est pour ça que moi, ça me transcende autant cette pratique, cette ère de jeu, parce que c'est incroyable de devoir à la fois vulgariser ce que Martine de la Compta fait. Depuis 20 ans, elle fait la même chose, et pourtant, il y a des actions qu'on peut automatiser, et en même temps, pouvoir découvrir des solutions IT comme N8N qui permet de l'automatiser. Donc la première chose, c'est de comprendre le contexte. Est-ce que c'est un e-commerce? Est-ce que c'est une agence de service? C'est quoi ses KPI? Comment est-ce qu'on calcule les EBITDA à la fin de l'année? Etc. Pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller gagner de l'argent et donc du ROI ou de l'EBITDA. Ensuite, on va venir ici recenser les différentes activités. Le but là, c'est d'avoir une vision globale de OK, quels sont les différents pôles dans l'entreprise, comment l'information circule, qui aime qui n'aime pas qui, est-ce qu'on se parle par email, est-ce qu'on se parle par Teams, est-ce qu'on parle par Slack, voilà, il y a des choses un petit peu à comprendre dans la culture. Donc là, à ce moment-là, les meilleures agences de service qu'elles font, c'est ce qu'on appelle des vie ma vie. C'est-à-dire qu'elles vont littéralement en physique dans les entreprises, elles s'assoient derrière la personne qui travaille et ils regardent comment est-ce qu'ils travaillent pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant une heure et demie, pendant même une journée entière et on note tout. On note dans un carnet, voilà, bah là il a cliqué là, il a cliqué ici, etc. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va pouvoir transformer tout ce qu'il réalise en physique en sous-activité et en processus. Là, il y a un premier processus, c'est la validation du CV. Là, il y a un deuxième processus, c'est l'onboarding d'un nouveau collaborateur.
l'onboarding d'un nouveau collaborateur, ça démarre quand on reçoit un message du département R et qu'on a envoyé toutes les informations au département IT. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce qu'on doit lui créer un compte Slack ou est-ce que c'est l'IT qui le fait? Est-ce qu'on doit faire une annonce dans la newsletter interne pour dire que cette personne a été recrutée? Ensuite, on va agencer, une fois qu'on a fait ça, déjà, le contexte, recenser les activités, on arrive avec ce type de schéma. C'est-à-dire que c'est une cartographie fonctionnelle de l'entreprise. Ils sont plus ou moins compliqués en fonction de la complexité de l'entreprise qu'on a en face, mais globalement, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, vous voyez, ça c'est pour un de nos clients que j'ai anonymisé, où vous voyez les différents départements. Marketing, vente, service client, compta, production, ressources humaines, productivité des équipes, gestion de la donnée et OKR, analyse et décision. Là-dedans, vous voyez, on a mis un code couleur, activité fonctionnelle actuelle, activité fonctionnelle à inclure, où on va décider si on intervient ou pas. Est-ce que c'est dans le scope de notre mission d'intervenir là ou non? Ensuite, une fois qu'on a ça, on va agencer les différents processus de manière logique. On va dire comment est-ce que l'information va circuler. On va décrire les interactions entre les processus et on va préciser la valeur ajoutée. Donc c'est là que va se faire une présélection des processus. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, là aujourd'hui, ce processus, vous mettez 2h30 à le faire. La vérité, c'est qu'il est 100% digital, lisable. Donc au lieu de passer 2h30 à le faire, on va le digitaliser. Et donc là vient la deuxième phase, une fois qu'on a compris ça. À la fin de cette phase de découverte, globalement, vous avez ça. Donc ça, pareil, c'est pour un de nos clients qu'on avait fait, que j'ai anonymisé. Nous avons identifié 6 grands processus à revoir. Ici, gestion de projet rendu livrable, relation avec les journalistes, de la veille médiatique pour vos clients, événementiel marketing, gestion commerciale CRM et pilotage des comités de direction. Tous ces processus-là, il y avait des actions qui étaient chronophages derrière, on les a automatisées. On y vient du coup sur la deuxième partie. Une fois qu'on a ça, donc sur la partie découverte, on va partir sur la phase de design. Et là, on en revient à la question de Flavio. On se dit, ok, comment est-ce qu'on va sélectionner un processus? Eh bien, je vous ai mâché le travail. Déjà, les critères de sélection d'un processus, ils sont assez simples. La première chose à voir, c'est qu'il faut que le processus il soit 100% digitalisé. Je me suis déjà cassé les dents sur des missions où on allait par exemple dans des usines qui faisaient de la métallurgie et où en fait il y avait de la passation d'informations entre le bureau technique et l'atelier qui se faisait à travers des feuilles papier. Ah oui, il y avait un bon de commande qui était envoyé depuis le bureau d'études. Donc le bon de commande de la pièce était envoyé en disant bah voilà, il faut que tu me fasses une rondelle de tel centimètre et il l'envoyait à l'ouvrier. L'ouvrier prenait la feuille, il réalisait la pièce sur sa machine et ensuite il mettait ok, c'est bon, elle est faite, il n'y a pas de défaut, la taille, la largeur, etc., la circonférence, et il le renvoyait au bureau d'études. Ça en fait, déjà la première étape, c'est de devoir le digitaliser. Une fois que c'est digitalisé, après on va pouvoir faire des éléments, par exemple créer une interface où quand la pièce s'est envoyée, bah, ça envoie sur une tablette que reçoit l'ouvrier et il n'y a plus qu'à cliquer sur 2-3 éléments une fois que la pièce est faite. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants à comprendre. C'est déjà, il faut que le processus soit 100% digitalisé. La deuxième chose à vérifier, c'est que les tâches manuelles doivent être à forte valeur ajoutée. Puisqu'elles sont à faible valeur ajoutée, les tâches manuelles, il va falloir qu'on puisse les automatiser. Si elles sont à haute valeur ajoutée et qu'elles demandent de l'expérience, ça va être beaucoup plus compliqué à automatiser. Donc ça, il faut faire attention. Et donc ça, c'est un peu de l'expérience. C'est pour ça qu'il faut souvent faire appel à quelqu'un d'externe, un consultant, une agence, nous, ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir avoir du recul et sortir la tête du guidon et avoir un peu justement cette prise de recul et ce dézoom sur votre activité. La troisième chose, ça c'est important surtout pour ceux qui ont un intranet, c'est les outils sur lesquels les actions sont réalisées ne vont pas être mises à jour bientôt. S'il y a beaucoup d'automatisations qui sont faites sur des outils qui ont été développés en interne et que vous allez faire une mise à jour dans 4 mois et qu'on se base sur un peu le placement des boutons pour faire des automatisations, ça sert un peu à rien parce que derrière, il va falloir refaire les robots une fois qu'on les aura mis en place. Les processus doivent être standardisés et stables. Donc ça, c'est hyper important. C'est que vous ayez en fait de la documentation de vos processus. Si vous ne l'avez pas encore parce que vous êtes une entreprise jeune et que vous avez fait du business votre priorité et que vous aviez entre guillemets la flemme de faire des procédures, on peut s'en charger. Mais c'est important de le faire. Parce que quand vous allez recruter, au lieu de passer 2 jours à faire l'onboarding d'une personne en physique, vous allez pouvoir aussi lui donner des feuilles et donc lui donner des documents pour lui dire voilà, soit ça c'est un tutoriel pour faire l'onboarding de quelqu'un, ça c'est un tutoriel pour closer un client, etc., etc. Et enfin, processus sujet aux erreurs manuelles fréquentes. C'est l'un des gros avantages de l'automatisation. Ça travaille 24/7, ça ne fait pas d'erreur
et c'est parfaitement imparfait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui a dit de faire un truc, il le fera tout le temps, de la même manière. Là, on a vu sur la partie découverte. Maintenant, on va voir la partie design. Donc, la première chose, c'est qu'on va sélectionner le processus, comme je vous ai dit, par rapport au contexte de l'entreprise, en fonction de ce qu'ils veulent économiser. Est-ce que c'est parce que la tâche est chiante à faire? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent économiser un équivalent temps plein, ETP? Donc en fait, est-ce qu'ils veulent économiser une ressource? Souvent, quand vous avez des business où vous êtes sujet à une montée en charge en fonction d'une période de l'année, par exemple Noël ou l'été, il y a des gros enjeux d'automatisation, parce que pendant que vous êtes en faible charge, par exemple à la Toussaint, vous êtes en faible charge, c'est un peu les vacances, il y a un peu moins d'activité. Vous faites une automatisation du processus qui fait que quand il y a la montée en charge à Noël ou l'été, vous n'avez pas besoin de recruter en masse. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, je bois vite fait mon café, ensemble, c'est de définir l'input et l'output. Ça, c'est hyper important. Désolé, petit coup de gueule, mais j'en ai marre d'avoir des prospects qui me disent « Je veux un agent IA pour gérer les réseaux sociaux ». Ça ne veut rien dire, les amis. Gérer les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux commenter, tu veux poster, quels réseaux sociaux, combien, quelle fréquence, enfin, bref. Il faut un petit peu plus de rigueur. Donc, il faut se dire, ok, c'est quoi l'input de mon processus? C'est quoi l'output? Donc là, par exemple, je vous prends un exemple sur onboarding de nouveaux clients. Ok, c'est quoi l'input? L'input, c'est le département sales change le tag dans Pipedrive ou dans HubSpot d'un client et il le passe de prospect à client. Ça, c'est le démarrage, c'est notre trigger de notre automatisation, c'est le démarrage. À la fin, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un email avec toutes les différentes étapes du projet, les personnes qui vont être assignées et travailler avec lui, son interface prête, l'URL de son interface envoyée et le document d'onboarding envoyé au client. Tout ça, ça doit être fait. Comment est-ce qu'on fait à l'intérieur? Ça, c'est quelque chose dans lequel on va rentrer dans le détail. Et là, on va du coup découper les différentes actions. Et une fois qu'on a découpé les différentes actions, on va sélectionner les technologies. Au-delà de sélectionner les technologies, ce qui est important, c'est en fait de définir qui va intervenir quand. Vous avez deux types d'éléments à comprendre. Le premier élément à comprendre, c'est ce qu'on appelle les intégrations. Et le deuxième, ça va être les automatisations. Les intégrations, globalement, c'est un lien qui peut y avoir entre deux outils qui vous permettent d'automatiser, enfin qui vous permettent de transmettre de l'information de manière automatique. Je vous prends un exemple. Tally possède une intégration avec Airtable. Je vais vous le montrer tout de suite. Par exemple, ici, j'ai un formulaire qui permet d'obtenir 5 agents IA pour booster son business. OK. Ici, vous voyez, j'ai un module qui s'appelle intégration. Ce module intégration, il permet d'être connecté automatiquement à mon Airtable. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont commenté mon post LinkedIn, ils vont recevoir ce lead magnet qui est obtenir les 5 agents IA pour booster votre business. Une fois qu'ils l'ont commenté, je vais leur envoyer un lien. Ce lien, ça va être ça. Ils vont remplir ce formulaire. OK? Une fois qu'ils vont remplir ce formulaire, les informations vont être directement envoyées dans Airtable. Une fois que les informations sont envoyées de manière automatique dans Airtable, je déclenche un agent. Cet agent qui va regarder le business de la personne, parce que j'ai son site internet, donc il va aller récupérer toutes les informations de son site internet, il va digérer cette information, il va lui envoyer un email personnalisé avec des autres exemples d'agents IA personnalisés par rapport à son site web. Il va l'ajouter à ma communauté, enfin il va lui proposer d'être ajouté à ma communauté gratuite, et ensuite je vais le nurturer dans ma newsletter. Ça, c'est des actions qui ont été définies. Et donc, c'est ce qu'on appelle du nurturing de lead pour ensuite les transformer en clients. OK? Bien. Donc ça, c'est pour la partie intégration. S'il n'y a pas d'intégration entre les outils, vous allez pouvoir utiliser de l'automatisation. Et donc, c'est là que viennent intervenir des outils comme Make, Zapier ou N8N. Moi, je ne suis pas marié avec un outil. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Zapier, c'est cher, c'est comme Apple, mais c'est facile à utiliser. Make, c'est comme Samsung, c'est-à-dire que c'est moins cher et on peut faire plus de choses. Et si vous voulez vraiment être très libre et pouvoir avoir la possibilité même de faire intervenir des personnes qui maîtrisent le code, vous pouvez utiliser N8N. OK? Et en ce moment, j'aime beaucoup N8N. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents IA très faciles à utiliser. Ensuite, on va attribuer des rôles et des responsabilités. Ce qui est important à vérifier dans les workflows, c'est d'être sûr que s'il y a une erreur, qui est-ce qui doit la vérifier à quel moment? Et évidemment, d'être capable de donner les différents mots de passe et les différents accès aux différents bots. Et ensuite, du coup, on va assurer la flexibilité et l'évolutivité. Pour cette phase de design, ce qui se passe à la fin, c'est ça. Donc globalement, on a un enchaînement d'étapes. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle un design de processus. Donc on a un enchaînement d'étapes avec notre trigger qui est ici, les différentes actions. Vous voyez ici, j'ai même mis les outils en face qu'on utilise. À chaque fois, nous, on sait si c'est une intégration ou une automatisation.
Donc la différence entre les deux, c'est les flèches. Ok. Parfois cette flèche-là, ça va être une intégration. Parfois cette flèche-là, ça va être une automatisation. Donc là, typiquement, le fait que... donc là, c'est dans le flow d'un de nos clients sur la phase de sales. Donc il arrive, on fait un premier rendez-vous. Si le premier rendez-vous il a eu lieu, on passe là. S'il n'a pas eu lieu, on lui renvoie un email. S'il ne répond pas, on le relance, etc. On fait un call avec lui. On lui fait une propale sur un outil qui s'appelle Give Me 5. On lui envoie ensuite la propale sur DocuSign, etc., etc. Donc là, il y a toutes les différentes étapes. Et vous voyez ici, on a utilisé Zapier. Ce que vous voyez en bleu en dessous, ce n'est pas des étapes. C'est un peu un abus visuel de notre part, mais c'est ce qu'on appelle la base de données. Donc ça va être le cerveau de vos agents. Ça va être quelle est l'information qu'on recueille et quelle est l'information dont on a besoin pour prendre une décision. Donc là, par exemple, ça, c'est toutes les informations qu'on recueille lorsque le prospect va remplir un formulaire. Okay, et là, par exemple, ça va être toutes les informations dont on va avoir besoin lors du call et qu'on va remplir dans notre ERP. Pourquoi ? Parce que ce qui est important derrière, c'est donc de designer ces différentes bases de données qui vont être très bien faites et qui vont vous permettre ensuite d'être le cerveau de vos agents IA. Si vous n'avez pas d'endroit bien organisé où vous stockez la donnée, oubliez les agents IA. Les agents IA ne vont jamais bien fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est créer des bases de données. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Google Sheet n'en fait pas partie. Il faut utiliser par exemple Airtable ou bien Supabase. Et pour les personnes un petit peu du métier et nos clients, on conseille énormément Airtable. Pourquoi ? Parce que ça vous permet justement de centraliser et d'avoir toutes les informations au même endroit. Si vous changez l'email d'un contact, ici vous avez une case email et l'email il va être changé ici. L'email il ne va pas être changé que dans un Google Sheet de la partie du pôle sales qui ne communiquera pas avec la partie prod. Et donc si, cas très rare, mais si votre client, enfin votre prospect change d'email entre le moment où vous le closez et le moment où vous discutez avec lui, il n'y a pas eu de passation d'informations, ça fait des slacks pour rien, ça s'appelle pour rien, ça crée de l'énervement et c'est inutile. Donc, designer des bases de données et ensuite, on peut en faire pas mal de choses. Une fois qu'on a tout ça, on le montre. On le valide ensemble, hein, évidemment, vous le validez en interne, vous le validez avec la personne avec qui vous travaillez et on part sur la partie des tests. Donc, dans les tests, il y a quelques éléments assez importants, c'est ce qu'on appelle des best practices, vous n'êtes pas obligé de tous les suivre, mais je vous l'ai dit quand même. La première chose, c'est de définir les exceptions. Automatiser, c'est cool, mais ne partez pas dans le dream de vouloir automatiser 100% un processus, ça ne sert à rien. Le but d'automatiser, c'est d'automatiser 95% d'un processus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour automatiser les 5% restants, vous allez y passer 50% du temps. Donc, automatiser 95%, c'est nickel. Derrière, après, vous définissez ce qu'on appelle les exceptions. Donc, ces 5%, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on définit une exception ? Quel est le critère qui définit une exception ? Par exemple, si vous faites un processus pour écrire des emails en français et que là, il y a un prospect qui est en anglais et que c'est 5% de votre masse, est-ce que vous voulez qu'on passe par un agent qui va traduire l'email pour lui envoyer un email de bienvenue en anglais, ou est-ce qu'on se dit, ok, lui, il a un tag dans notre base de données qui est langue parlée égale anglais, alors on envoie un Slack au manager en disant, voilà, lui, il parle anglais, on te laisse faire l'onboarding manuellement. Ensuite, on va créer des environnements. Donc là, il y en a 3 que je vous ai présentés, c'est l'environnement de recette, de pré-production et de production. C'est quoi ces environnements ? Globalement, c'est pour vous créer votre automatisation dans l'environnement de recette. Bon, ça, c'est vraiment pour les grands groupes. On va simplifier. On va faire que pré-prod et prod. Vous créez votre automatisation dans un environnement de pré-production. C'est-à-dire, c'est un environnement qui va tourner sur des données de test. Donc, en fait, ça va être une autre base de données. Tout va être copié pour faire en sorte que le développeur il puisse faire ses automatisations et faire ses tests tranquillement sans gêner la production. Une fois qu'il a fait ses tests et qu'on est OK sur les tests, il va passer sur la partie mise en production. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une copie de son automatisation de la pré-production et il va l'envoyer en production. Ce qui fait que demain, s'il y a un bug et qu'il doit débugger, on n'est pas là à couper l'activité de l'entreprise. On va juste débugger dans l'environnement de pré-production qui est une copie de l'environnement de production et on va pouvoir itérer. Donc globalement, c'est pouvoir travailler en parallèle du business. Ça, c'est des choses qu'on utilise énormément. Moi, j'ai travaillé dans le secteur bancaire sur les automatisations. C'est hyper utilisé dans le secteur bancaire parce que c'est des données hyper sensibles. Donc, si vous faites n'importe quoi avec les automatisations, il peut y avoir des conséquences un peu reloues. Ensuite, on lance les tests. Donc là, les tests, c'est très simple parce qu'on a un tableau avec l'ensemble des tests et les résultats attendus. On les lance un par un. Donc, à chaque fois, à chaque entrée de notre automatisation, on va lancer un cas différent. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas rentré son email, quelqu'un qui n'a pas rentré son numéro de téléphone, qu'est-ce qui se passe à chaque fois et quel est le résultat attendu ? Est-ce que le robot se stoppe ?
Est-ce que le robot continue? Est-ce que le robot doit envoyer un Slack, etc. Et donc, on lance les tests en bataille et on regarde si le résultat obtenu est bon. On regarde aussi la gestion des erreurs, c'est-à-dire est-ce que normalement un très bon workflow, c'est un workflow qui gère tout de A à Z, dont les erreurs. C'est pour ça que les workflows les plus complexes et les plus utilisés ne sont pas forcément les workflows les plus sexy à montrer sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu boring. Et donc le but, c'est d'avoir une bonne gestion des erreurs, parce que si vous faites des bons workflows unitaires, derrière vous allez pouvoir les appeler ailleurs dans vos workflows. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur un agent IA qui va être un assistant personnel, vous allez pouvoir, si vous réalisez bien vos différents processus, appeler des processus à l'intérieur de votre processus principal. Voilà, donc là par exemple, si on prend cet assistant personnel, ok, donc là je vais lui envoyer des informations sur Telegram et sur Telegram, il va récupérer le texte ou la note vocale et il va l'envoyer dans mon assistant personnel, qui est un agent IA qui lui pour le coup va pouvoir sélectionner l'un de ses outils pour réaliser les différentes actions, donc ajouter un événement dans mon calendrier, réaliser un email ou répondre à un email. Là vous voyez en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler des tools. Ces tools-là sont eux-mêmes des workflows. Donc là, si je clique ici et que je clique ici, vous voyez, on va ouvrir à l'intérieur d'un autre workflow. Ce qui se passe, c'est que du coup, pour en revenir à la gestion des erreurs, s'il y a une erreur dans ce workflow-là, je vais avoir une notification et je sais que c'est à l'intérieur de ce workflow-là qu'il y a une erreur. Donc ça me permet de débugger beaucoup plus facilement. Et dans N8N, vous avez une gestion des erreurs. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais vous pouvez, je vais vous en parler vite fait là. C'est que vous avez une gestion d'erreurs, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner qu'est-ce que le node doit faire en cas d'erreur. Donc là, par exemple, vous avez ici, dans Settings, On Error, vous avez 3 choix. Soit on stop, soit on continue using error output. Donc en gros, ça veut dire que soit on arrête le workflow, soit on le continue même s'il y a une erreur, c'est-à-dire que le node n'est pas obligatoirement, n'est pas, soit on le continue mais on fait un autre chemin et on peut diviser du coup en fonction des deux chemins. Donc là vous voyez ici c'est ce que j'ai fait, je l'ai divisé en deux chemins. S'il y a une erreur, potentiellement ce qu'on peut faire c'est que ici on peut connecter à Slack et se dire ok bah, je m'envoie un message Slack. Je m'envoie un message Slack dès qu'il y a une erreur, comme ça au moins je sais qu'il y a eu une erreur à cet endroit-là, ou bien j'envoie la réponse directement sur Telegram. Ok? Bien. Donc ça, la gestion des erreurs, c'est hyper important et on fait les tests finaux et let's go. Je regarde si je vous ai tout montré ici. Ouais, je vous ai tout montré ici. Avant de passer à la... Ouais, non. D'abord, il y a la mise en prod. Donc sur la mise en prod, donc là il nous reste deux parties, la mise en prod et la maintenance. Dès que vous faites la mise en prod, ce qui est important c'est de faire les 2 semaines de quarantaine. C'est-à-dire 2 semaines dans lesquelles vous êtes en surveillance rapprochée de vos workflows. Les workflows, au début, il va y avoir potentiellement des exceptions que vous n'avez pas pu identifier à la partie design et qui vont se passer en prod. Ça arrive tout le temps. Franchement, j'ai beau passer du temps incroyable à faire les exceptions, il y a toujours un cas. Il y a toujours un truc où... je sais pas, je vous donne un exemple. Vous travaillez sur des sociétés et vous utilisez par exemple Paper pour voir si... en gros, vous avez des numéros de siret. Par exemple, vous devez envoyer des virements avec un agent qui envoie des virements à des sociétés. Il se peut qu'il y ait un cas où la société, en fait, maintenant, elle est fermée. Et donc, l'IBAN ne répond plus aux virements. Et bien pareil, ça c'est un cas d'exception que vous n'avez pas prévu dans la partie test. Et donc, il faut le prévoir, le tester dans l'environnement de pré-production. Une fois que l'environnement de pré-production il est prêt, vous le publiez sur l'environnement de prod et le cas d'exception est traité. Donc là, il faut affiner, débugger, il faut vraiment être ultra présent. Ensuite, on va faire une formation des équipes. Donc là, bon, globalement, je l'ai mis là-dedans, mais elle se fait ici, la formation des équipes, elle se fait en continu. C'est hyper important. On le sous-estime énormément, c'est le change management. On est quand même en train de parler avec des personnes qui réalisent les mêmes actions tous les jours depuis des centaines, voire des milliers de jours. Et là, on va leur expliquer que leur quotidien va changer. Donc le change management, c'est non négligeable dans ce type de mission. Surtout parce que les robots et les agents IA, ça fait peur. On a peur que ça remplace le métier. On a peur qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils le fassent moins bien que nous. Parfois, il y a un sursaut d'orgueil qu'il faut calmer. Et bref, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'éducation à faire. Et il faut leur montrer qu'en fait, ça va juste améliorer leur quotidien et ça ne va pas les remplacer. Ensuite, on note pas mal d'informations sur l'amélioration et les V2 à mettre en place et on gère les logs. Les logs, c'est quoi? Les logs, c'est les indications que votre robot a bien fonctionné. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des checkpoints
dans vos workflows pour vous dire, OK, par exemple, votre workflow est en 4 étapes. Vous mettez des checkpoints à l'intérieur en disant, j'ai bien fait la première étape et mon résultat, c'est ça. J'ai bien fait la deuxième étape et mon résultat, c'est ça. J'ai bien fait la troisième étape et mon résultat, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des logs. Donc, c'est des marqueurs qu'on va mettre dans le workflow, qu'on va utiliser, qui vont être très importants pour après. Parce que plus vous allez automatiser, plus il va y avoir des robots qui vont s'accumuler et plus il va falloir, dès qu'il y a un bug, remettre le nez dans un robot que vous avez peut-être programmé il y a 2 ans. Donc ça va être un petit peu compliqué et donc vous allez vraiment vous remercier si vous avez mis dès le départ des logs dans vos différentes automatisations. Ensuite, sur la partie maintenance, globalement, c'est assez classique. On va vérifier la qualité d'exécution avec le métier, c'est-à-dire vérifier que les informations, non seulement elles sont faites, mais elles sont bien faites et que ça correspond aux exigences du cahier des charges. On va créer les autres chemins encore d'exception. On va définir les seuils d'alerte. Donc pour les seuils d'alerte, globalement, ce qu'on va se dire, c'est que s'il y a des erreurs qui sont critiques, on va définir des niveaux. Quels sont les différents endroits où on va mettre les différentes erreurs. Si l'erreur elle n'est pas critique, on va juste le mettre dans les logs. Et dans ces cas-là, les logs, on va les afficher dans ce qu'on appelle un orchestrator. Un orchestrator, ça va être un espèce de hub qui, dès lors que vous avez beaucoup de robots qui tournent, ça vous permet d'avoir les différents logs. Par exemple, je vais vous montrer dans N8N comment c'est géré. Dans N8N, l'orchestrator, il est géré de cette manière-là. Ici, ça, c'est un orchestrator. OK. Là, vous avez... Ouais, typiquement, voilà. Ceux-là, ils tournent depuis beaucoup trop longtemps. Donc, je vais les stopper. Voilà, là, vous avez... Donc, tous les matins, normalement, il y a quelqu'un qui doit venir vérifier les logs. Il clique, il dit « Ah, OK, il y a une erreur. Tac, je regarde le workflow. OK, l'erreur, elle est là. Après, ça a tourné, ça a bien fonctionné. OK, cool. Mais du coup, c'était quoi l'erreur exactement? Ah, tiens, l'erreur, elle est dans ce node-là. Créer un does not type. OK. OK, bah du coup là c'est que y a un problème d'ID dans le Airtable. OK, bah je pense que ça a été corrigé parce que là, OK, donc là ça a tourné. OK, bon bah c'est pas une erreur que je vais prendre en compte. Voilà, et donc vous venez et vous regardez, et donc là il peut y avoir des guidelines et des personnes en charge de gérer ces différents logs qui vont être importantes. OK. Et ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça, bah, on recommence la boucle. On recommence pas tout en haut, évidemment. C'est l'avantage de travailler tout le temps avec les mêmes personnes. C'est que nous, on va recommencer à cet endroit-là en disant, OK, bah, dans notre liste de processus, là, on a fait celui-là. Maintenant, on va passer à celui-là. Et on va passer à celui-là et ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser des briques d'automatisation qu'on a pu réaliser avant. Et on va pouvoir les plugger et en faire des Lego et donc les assembler pour faire des automatisations. Et à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un peu un centre. Nous, c'est ce qu'on donne un petit peu à nos clients typiquement. Ici, vous avez du coup les différents cahiers des charges. Ici, vous avez la documentation technique de ce qu'on a mis en place avec la base de données, les automatisations, etc. Et ici, la liste des différents workflows qu'on va pouvoir continuer à mettre en place. On met évidemment le lien des différentes interfaces, de la gestion des tâches, des différentes bases de données, etc. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça fait plaisir, ça nous aide énormément. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ça part.